La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Justine Bénin. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la ministre des Outre-mer, les territoires des Outre-mer ont connu des mobilisations sociales d'envergure en Guadeloupe, en Martinique en 2009, en Guyane en 2017, à Mayotte, à La Réunion en 2018. Le trait commun de ces mobilisations, le pouvoir d'achat, la vie très chère et la non prise en compte de nos spécificités et de nos identités. Ici même, des députés illustres, Aimé Césaire, Paul Vergès, Rosan Girard, Gerty Archimède, Jean-Paul Virapoulet ou encore Justin Cataillé, n'ont pas ménagé leur effort pour faire prendre conscience de ces réalités. Les assises des Outre-mer hier, les États généraux avant-hier, et qu'en est-il sorti? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de nos populations? Aujourd'hui, nous sommes à nouveau appelés à débattre, mais nous n'avons jamais refusé le débat. Mais sachons, mes chers collègues, tirer les leçons du passé. Madame la ministre, posons comme postulat l'éternel conflit entre l'appartenance à la République et la reconnaissance de nos identités, ce qui déterminera, je suis sûre, la légitimité de la démarche et de l'adhésion. Nous ne pouvons plus reculer sur les questions liées à l'embauche locale, à l'exode de notre jeunesse, à la crise démographique. Nous devons aussi avoir des réponses concrètes sur la couverture sanitaire, sur l'emploi, sur la sécurité et sur l'adaptation de la gouvernance de nos territoires afin de relever de nombreux défis. Alors, Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que cela ne sera pas un débat de plus ni un débat de trop? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin, j'aimerais en premier lieu lever toute ambiguïté. Il n'y a pas d'opposition entre l'identité des territoires et la République, et la différenciation voulue par le Président de la République est bien une reconnaissance de toutes ces spécificités dans les territoires d'outre-mer. Je crois, Madame la députée, que notre responsabilité à tous est d'être attentifs aux demandes de nos concitoyens. Ils veulent plus de débats. Ils veulent davantage échanger avec nous tous. Alors, et je peux en témoigner, dans le cadre des Assises des Outre-mer, 25 000 ultramarins ont participé à ces travaux. Et vous connaissez ma méthode. Elle tient en 3 mots, écoute, décision et transparence. Et pour vous démontrer, si besoin, que les Assises des Outre-mer nous ont fait avancer, eh bien, ça a été des réformes ambitieuses, notamment économiques, pour créer bien sûr de l'emploi dans les territoires d'outre-mer et rendre les territoires plus attractifs. Ça a été 700 millions d'euros pour la formation réservée aux territoires d'outre-mer. Ça a été la création de certain nombre de postes de médecins supplémentaires, une centaine actuellement. C'est 6 500 places de crèches en plus. C'est la création d'un fonds santé spécifique pour lutter contre les addictions. C'est aussi 70 millions d'euros par an pour un plan haut d'homme, et vous le savez bien, et les Guadeloupéens le savent, vous en avez énormément besoin. Alors les assises, ce sont aussi des ambitions fortes. C'est bien sûr la biodiversité, c'est la réduction de la consommation des gaz à effet de serre, c'est les enjeux démographiques, vous en avez parlé. Bref, c'est un engagement de tout ce gouvernement en faveur des territoires d'outre-mer. Je crois profondément au débat. Celui-ci, il est inédit. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. 1,1 million de Français aujourd'hui ont visité le site, 500 000 contributions, près de 2700 réunions, et vous en faites vous-même. Merci beaucoup, Madame la députée. Il faut que nous soyons tous sur le terrain. Alors, cette rencontre exceptionnelle entre le Président de la République et l'ensemble des élus locaux des territoires d'outre-mer le 1er février nécessite effectivement que vous soyons... Monsieur le ministre, il n'y a pas longtemps, la France était encore une grande nation industrielle. Elle pouvait décider de son avenir. Mais les ingénieurs ont été remplacés par les financiers. Résultat, spéculation et dividendes pour les actionnaires, délocalisation et chômage pour les ouvriers. La moitié des emplois industriels a disparu en 30 ans, les savoir-faire avec.
Sous Hollande, Emmanuel Macron a abandonné les ouvriers d'Arcelor. Il a vendu l'aéroport de Toulouse à un escroc qui est parti avec la caisse. Il a confié les centrales nucléaires aux Américains. Et maintenant, General Electric annonce 500 suppressions de postes alors qu'il devait en créer 1000 en achetant Alstom. Que des échecs. Bien sûr, il n'y a que vos amis banquiers pour décider de la politique industrielle de notre pays. On ne demande jamais leur avis aux femmes et aux hommes qui savent faire tourner les usines. D'ailleurs, Carlos Ghosn est enfin en prison et les usines tournent toujours. Mais vous ne savez toujours pas quoi dire sur l'avenir de l'auto en France. Aujourd'hui, les salariés d'Arjowiggins vont perdre leur boulot et le gouvernement, lui, perd du temps. À chaque question, c'est toujours la même réponse. La privatisation, Aéroport de Paris, la Française des Jeux, la SNCF, Gaz de France, etc. Bientôt, Airbus et Areva vont se faire racketter par les États-Unis. Ils l'ont déjà fait pour Alstom, Technip, Total, la Société Générale, Alcatel. Et vous ne bougez pas. Soumission aux États-Unis. Monsieur le ministre, est-ce qu'on aura un jour une politique industrielle sérieuse dans ce pays où vous n'avez pas d'idée? Je vous en donne. Organiser les filières, financer la recherche et développement, priorité à l'écologie. Dites à Bruxelles que l'État subventionnera à nouveau ses propres industries. Mettez au pas les actionnaires, conditionnez les droits de vote à l'investissement à long terme, interdisez les licenciements boursiers et plafonnez les salaires des dirigeants. Arrêtez d'être naïfs avec nos soi-disant alliés et bloquez les prises de contrôle étrangères. Protégez le marché intérieur et faites en sorte qu'à nouveau, la France passe commande à la France. Mais bougez-vous. Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lachaud. Votre question sonnait comme une profession de foi. Une profession de foi avec un certain nombre de propositions, certaines qui peuvent paraître de bon sens, d'autres qui ne le sont pas et que nous ne partageons pas. Mais peut-être qu'il y a-t-il un certain nombre de points sur lesquels nous pouvons nous retrouver. Ce gouvernement est pour l'industrie. Ce gouvernement est pour l'Europe et parce que nous considérons aussi que l'Europe est le bon espace pour le développement de l'industrie et la protection des activités qui sont sur notre territoire. Nous mettons en œuvre depuis maintenant 20 mois une politique qui vise, dans le prolongement d'un certain nombre de mesures, à accroître la compétitivité des entreprises. Et c'est la raison d'être du CICE qui a été voté en 2014 que nous transformons en allègement de charges pour faire en sorte que notre industrie manufacturière soit plus solide sur la scène européenne et face à ses concurrents internationaux. Nous mettons en place une politique de formation sous l'égide de Muriel Pénicaud pour faire en sorte que là aussi, l'ensemble des Françaises et des Français puissent accéder à l'emploi et que nous ayons un tissu productif qui soit de la meilleure qualité. Nous mettons en place des filières, comme vous le supposez, mais peut-être ne le saviez-vous pas, avec des territoires d'industrie que nous accompagnons, qui ont été désignés par le ministre de l'Économie et des Finances. Territoires sur lesquels nous allons travailler avec les collectivités locales, avec les salariés, avec les organisations professionnelles, pour faire en sorte de mettre en avant les atouts qui les caractérisent. Cela ne nous empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur les difficultés. Vous avez cité l'entreprise Arjowiggins. Une partie des salariés concernés sont localisés, une vingtaine d'entre eux dans ma circonscription, et les autres, une vingtaine à nouveau, dans la circonscription voisine. Le ministère de l'Économie et des Finances est là aussi mobilisé face à un groupe qui rencontre des difficultés majeures, y compris au niveau de son endettement, mais aussi pour accompagner, pour redresser, trouver des repreneurs. Nous y travaillons et Bruno Le Maire, comme Agnès Pannier, y travaille d'arrache-pied. Monsieur le député, je vous le dis très sincèrement, les sous-jacents de votre question, ce qu'il a sous-entend en disant protéger l'industrie, protéger le territoire industriel et protéger les emplois, très franchement, nous n'avons pas attendu de l'entendre pour le faire. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Fiona Lazard. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le chômage baisse. C'est une bonne nouvelle, même si la baisse doit être confirmée dans la durée et qu'il faut aller encore plus loin. C'est d'autant plus essentiel que dans le même temps, les difficultés de recrutement sont toujours fortes. Nombre d'emplois pourraient être pourvus et contribuer à faire baisser encore plus le chômage si on répondait mieux à ces difficultés de recrutement. On le fait par un effort massif sur la formation des demandeurs d'emploi, via le plan d'investissement dans les compétences, avec un effort sans précédent de 15 milliards d'euros sur le quinquennat. Mais il faut aussi le faire avec des règles d'indemnisation et d'accompagnement des chômeurs qui soient adaptées. Beaucoup d'emplois pourraient être pourvus en CDI ou CDD plus longs si tous les acteurs, entreprises, actifs, branches étaient mieux incités à le faire. La réforme de l'assurance chômage est donc essentielle pour lutter contre la précarité et faire baisser encore plus le chômage.
C'est pour cela que nous avons voté dans la loi Avenir professionnel le principe d'une remise à plat des règles via tout d'abord une négociation entre les partenaires sociaux. Nous avons aussi voté l'ouverture de l'assurance chômage à des démissionnaires ou travailleurs indépendants. Ce sera une réalité cette année et c'est un progrès social dont nous pouvons être fiers. Les partenaires sociaux ont été saisis pour négocier et réaliser la réforme de l'assurance chômage. Mais pour l'heure, la négociation est suspendue par les organisations patronales. Il faut donc soit que le gouvernement reprenne la main et procède très vite à cette réforme essentielle, soit que la négociation reprenne, mais on ne peut pas rester sans agir. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement va-t-il constater la fin de la négociation et mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage, ou souhaite-t-il que celle-ci puisse être menée par les partenaires sociaux et alors à quelles conditions? Dans les deux cas, il faut faire vite car les enjeux l'imposent. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lazare, vous m'interrogez sur la négociation engagée entre les organisations patronales et les organisations syndicales sur le régime de l'assurance chômage. C'est une question importante. Elle est importante parce que la question de l'indemnisation du chômage est évidemment centrale pour tous nos concitoyens qui, ayant exercé une activité, se retrouvent pendant un moment donné sans activité et doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle est importante parce que le contexte dans lequel s'inscrit cette discussion est un contexte particulier. Vous avez eu raison de dire, Madame la députée, que le chômage baisse. Chacun ici espérerait qu'il puisse baisser encore plus vite, encore plus fort. Mais vous avez raison, Madame la députée, le chômage baisse. Et il baisse de façon continue depuis désormais plusieurs trimestres. Un autre élément du contexte, et chacun doit l'avoir clairement à l'esprit, c'est que notre régime d'assurance chômage n'est pas équilibré. Il a accumulé dans le passé plus de 30 milliards d'euros de dettes. Et alors même que la croissance est là, alors même que le chômage baisse, nous devons prendre soin à faire en sorte que cette dette accumulée puisse être réduite. Et puis, il faut aussi dire, et je sais que parfois cela suscite des réactions, il faut aussi dire que dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a été construit aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui n'apparaissent plus forcément cohérentes ou plus forcément justifiées. Il apparaît par exemple que dans certains cas, bien entendu pas dans tous, mais dans certains cas, les règles actuelles, je ne mets pas en cause ceux qui en bénéficient, je parle des règles. Les règles actuelles permettent à certains d'avoir, alors qu'ils sont au chômage et qu'ils ont une partie d'activité, une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient s'ils étaient simplement en activité. Ces éléments posent des questions et imposent que les partenaires sociaux puissent apporter des réponses. C'est exactement la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les députés, en septembre, nous avons adressé aux partenaires sociaux, organisations patronales et organisations représentantes des salariés, une lettre de cadrage afin de leur demander de réfléchir ensemble à un système qui permettrait de défavoriser le recours à la précarité. En 15 ans, Mesdames et Messieurs les députés, les chiffres sont quand même intéressants, en 15 ans, le recours aux emplois courts a été multiplié par 3. Et vous savez, Mesdames et Messieurs les députés, que dans 8 cas sur 10, c'est énorme, dans 8 cas sur 10, c'est le même salarié qui bénéficie du contrat à durée déterminée suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos règles telles qu'elles existent, la précarité est d'une certaine façon encouragée. Elle est devenue un élément d'équilibre des règles qui ont été définies ensemble depuis 15 ans. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de corriger cela dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Cette lettre de cadrage que j'ai adressée aux organisations syndicales et patronales, elle fixe les objectifs. Elle ne donne pas un élément budgétaire, elle donne un cadre. Et elle dit les éléments sur lesquels nous voulons des améliorations. La désincitation à la précarité, favoriser le retour à l'activité, faire en sorte
de ne pas faire en sorte de ne pas tirer plus d'avantages, même momentanés, de l'inactivité que de l'activité. C'est une mission très difficile que nous avons posée et que nous avons assignée aux organisations syndicales et patronales. Très difficile. Et je voudrais dire, mesdames et messieurs les députés, que j'ai confiance dans les organisations syndicales et patronales. C'est à elles qu'il revient de définir des façons, des instruments, des moyens pour faire en sorte que notre système d'indemnisation du chômage puisse être à nouveau équilibré, puisse payer la dette qui a été cumulée, puisse favoriser le retour à l'emploi et puisse, en tout état de cause, favoriser la pérennité des contrats et désinciter à la précarité des contrats. La lettre de cadrage que j'ai adressée reste valable, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Lazare. Elle offre ce cadre, elle reste valable, elle fixe l'ensemble des éléments sur lesquels nous souhaitons que les partenaires sociaux puissent aboutir. Je leur fais confiance. Nous vivons un moment où beaucoup d'organisations syndicales et patronales aspirent à montrer l'importance qu'elles ont, aspirent à montrer le rôle essentiel qu'elles jouent dans notre vie sociale. C'est à elles de relever ce défi. Je leur fais confiance. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Premier ministre, il y aura bientôt 3 ans qu'Emmanuel Macron aura semé les graines d'une variété formidable dénommée Espérance, qui a poussé jusqu'à le conduire à l'Élysée et en même temps vous conduire à Matignon. Mais ni l'un ni l'autre, vous n'avez su cultiver et entretenir cette espérance qui a grandi très vite, trop vite. Fort de vos certitudes, vous n'avez pas vu qu'après s'être brièvement épanouie, elle a produit les graines d'une redoutable variété dénommée colère. Quel gâchis, mais quel gâchis! Colère que vous n'avez voulu ni voir ni entendre, soutenue par les applaudissements incessants de votre majorité debout, enthousiaste et en même temps si méprisante envers l'opposition. Ah, si vous aviez accepté de co-construire les textes avec tous les députés comme promis aux Français, qui n'en peuvent plus de votre « en même temps », en fait, du tout et de son contraire. Trois exemples pour mieux comprendre. Vous déclarez assurer la sécurité des citoyens dans la rue avec ce texte du Sénat, vidé de son contenu, et en même temps vous annoncez le retour de 130 terroristes qui seront incarcérés alors que vous n'assurez toujours pas la sécurité des surveillants dans les prisons. Vous déclarez avoir libéré les entrepreneurs par les accords d'entreprise et en même temps vous les sanctionnez par un bonus-malus sur l'usage des CDD imposé par l'instabilité de votre propre créativité juridique. Vous déclarez réformer la justice alors que vous l'éloignez du citoyen et en même temps vous la rapprochez de l'exécutif. Où sera son indépendance? Monsieur le Premier ministre, vous êtes le chef du gouvernement. Ma question s'adresse donc à vous. Quand allez-vous, méthodiquement, marche par marche, améliorer concrètement le quotidien des Français? Les Français souffrent, ils attendent des décisions claires et des actes concrets, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Taugourdeau. Je vous remercie de votre question qui permettra peut-être d'éclairer sur la méthode et permettra peut-être de faire le lien aussi avec le grand débat national que nous avons lancé. Monsieur Taugourdeau, nous partageons le sentiment qu'il faut qu'il y ait des débats à l'Assemblée nationale et qu'il faut qu'il y ait des controverses. Nous partageons aussi le sentiment qu'il faille que, sur un certain nombre de sujets, nous puissions trouver des points d'accord. Vous l'avez d'ailleurs fait sur un certain nombre de sujets, je pense en tout cas à vos collègues du Sénat sur la réforme de la SNCF et sur bien d'autres sujets où nous aurions aimé plus souvent pouvoir trouver des points de convergence. Assumons aussi que nous puissions avoir des différences. Il y a un certain nombre de textes, et je vous en donne crédit, sur lesquels vous avez pu avancer. Mais si vous voulez que nous avancions dans le pays, que nous portions les réformes qui sont nécessaires, il faut que personne ne se cantonne dans son camp. Et la majorité est prête à travailler avec ceux qui veulent vraiment réformer le pays. Mais l'État, l'espérance qui a été portée en 2017, elle répond aussi, si vous me permettez, à la désespérance. Un peu de calme. L'espérance qui a été portée en 2017 et qui a été bien décrite par vos soins, elle répond aussi à la désespérance qui a été celle depuis des années de voir les camps s'affronter les uns contre les autres. Nous sommes prêts à faire le pas
Et nous le faisons régulièrement. C'est l'objet aussi du grand débat national. Et donc rendez-vous dans quelques mois et chacun sera mis devant ses responsabilités. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sandra Motin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Le prélèvement à la source a suscité des angoisses, des craintes, souvent attisées par des opposants qui voulaient faire de cette grande réforme un épouvantail et ajouter le spectre d'un bug aux conséquences cataclysmiques. Contrastant avec cette agitation, c'est dans le calme, la maîtrise, je dirais presque la sérénité, que les premiers prélèvements à la source ont été effectués. Contrastant avec cette agitation, avec cette vision alarmiste, c'est dans la rigueur et le sang-froid que les agents des finances publiques, mais aussi tous les professionnels de la paye, les experts comptables, les caisses de retraite, les entreprises ont contribué au succès d'une réforme trop longtemps repoussée. Malgré un climat social politique très tendu, les Français ont saisi l'opportunité d'adapter leur impôt à leur situation. Au total, à ce jour, ce sont plus de 600 000 foyers qui ont demandé une adaptation de leur taux de prélèvement à leur situation. Ce succès est aussi dû à la mise en place d'un suivi attentif, précis et complet par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Construit en prenant le temps de vérifier, le temps d'écouter, le temps d'adapter. Aussi, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous féliciter et avec vous tous ces agents qui ont participé à améliorer la vie des Français. Votre vigilance, leurs compétences et leur application nous honorent et démontrent une fois de plus, s'il le fallait, la qualité de nos services publics. Si le prélèvement à la source est désormais effectif pour une très grande majorité de contribuables, l'ensemble des acteurs doit et souhaite rester mobilisé afin d'assurer une application toujours plus fiable et efficace d'un dispositif qui sera à améliorer, c'est une évidence. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dresser un premier bilan de l'application du prélèvement à la source sur ce mois de janvier 2019 et des différents travaux que conduit encore votre ministère à ce sujet au service des Français? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sandra Motin, vous avez raison, tout le mois de janvier, il ne nous reste plus que quelques heures, le gouvernement a mis en place, sous l'œil vigilant, me semble-t-il, du Parlement et singulièrement de vous-même, Madame la députée, je vous remercie pour votre travail sur ce dossier, l'impôt à la source, qui change radicalement la façon dont les Français payent l'impôt, même s'il ne change pas le montant, évidemment, de l'imposition. Depuis 1920, depuis que le Parlement de la République a décidé de créer l'impôt sur le revenu, les Français payaient leur impôt un an après avoir touché leur revenu. Et pour beaucoup de nos compatriotes, pour 7 millions d'entre eux chaque année, en ce qui concerne les dernières années que nous connaissons, ils ont des changements de revenus très importants, soit parce qu'ils partent en retraite, soit parce qu'ils ont le décès de leur conjoint, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils se marient, parce que les enfants quittent le foyer familial, parce qu'ils enchaînent les CDD, les intérims, parce qu'ils sont des saisonniers agricoles, bref, beaucoup de nos compatriotes connaissent beaucoup de changements de situation et payer ces impôts sur le revenu un an après avoir touché ses revenus, ça pose des tas de problèmes de trésorerie, parfois de crédit à la consommation et parfois de surendettement. L'impôt à la source est une mesure courageuse. 7 gouvernements ont essayé de le mettre en place, chacun a reculé devant l'obstacle. Et c'est parce que le président de la République et le Premier ministre ont fait confiance aux agents des finances publiques qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui en mesure d'avoir mis en place cette grande réforme de simplification pour nos contribuables. Et je dis aux élus de l'opposition qu'il faut savoir parfois se réjouir quand les choses fonctionnent bien dans notre pays. C'est une belle réforme et nous la devons, Madame la députée, avant tout à tous ces fonctionnaires, qu'il s'agisse de ceux qui ont conçu la réforme comme ceux qui l'appliquent, ceux qui répondent au téléphone comme ceux qui répondent aux mails. Et oui, nous avons su répondre aux interrogations des Français pour une belle réforme qui marquera, je l'espère, leur histoire et leur vie administrative. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, 130 djihadistes seront rapatriés dans les semaines à venir. Vous parlez hier des combattants. Les mots ont un sens. Il s'agit de terroristes aguerris, coupables ou complices des crimes les plus barbares. Vous avez ajouté « d'abord, ce sont des Français ». Non, ces djihadistes ont trahi la France, rêvé d'un califat,
projeter d'assassiner des Français, outrager nos valeurs. Ce sont les mêmes qui ont massacré à Charlie, Hypercacher, Bataclan, abattu le colonel Bertram. Les mêmes qui commettent un génocide contre les yézidis et persécutent les chrétiens d'Orient. Ils sont exclus à jamais de la communauté nationale. Vous dites qu'ils seront judiciarisés. C'est bien la moindre des choses. Ils viendront s'ajouter aux milliers de détenus radicalisés, dont 500 vont être libérés en 2019, parmi lesquels 50 terroristes. Je les ai longuement vus à Fresnes. Croyez-moi, beaucoup sont des bombes à retardement. Quand la vie des Français est en jeu, le principe de précaution s'impose. Nous allons faire rentrer des loups dans la bergerie. Imaginez, monsieur le ministre, qu'un seul pas à l'acte. Vous serez directement responsable. 260 morts depuis 2015. Notre objectif doit être 0 victime. Le doute ne doit pas profiter aux djihadistes. Ils exploitent les failles de notre droit. Je plaide une fois encore pour la déchéance de nationalité, à minima pour les binationaux. Au moins, comme le suggérait hier Valérie Boyer, appliquons le livre 4 du Code pénal condamnant l'intelligence avec l'ennemi. Je sais la complexité juridique du dossier. S'il le faut, légiférons. Monsieur le ministre, à l'heure du grand débat national, interrogez les Français. Ils ne veulent pas du retour de ces djihadistes. Alors que nous n'arrivons même pas à suivre les fichiers S, comment pouvez-vous certifier qu'ils ne passeront pas à l'acte? Sans parler coûts exorbitants, procès, détention, suivi, réinsertion, n'a-t-on pas d'autres priorités? Monsieur le ministre, parce que je vous sais attaché à la sécurité des Français, je vous demande solennellement de renoncer à leur rapatriement. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Meyer Habib, je ne le vois plus. Le gouvernement n'a qu'un seul impératif, la sécurité des Français. C'est cet impératif qui nous a amené à combattre militairement Daesh. Et c'est ce même impératif qui nous amène à combattre les combattants de Daesh, quelle que soit leur nationalité. Et quand il s'agit de combattants français, ils sont français, mais ils combattent la France, donc ce sont nos ennemis. Il faut dire les choses clairement. Quand on va à Mossoul au printemps 2015 ou dans l'année 2016, monsieur le député, vous le savez bien, ce n'est pas pour faire du tourisme. Et donc, en l'occurrence, la position du gouvernement français a toujours été que ceux qui ont commis des crimes doivent les expier là où ils les ont commis. Et c'est ce qui se passe en Irak, puisque des Français ont été jugés, condamnés dans ce pays. Mais en Syrie, la situation est plus compliquée, puisque d'abord, c'est une partie du territoire qui est toujours en guerre, dans le nord-est syrien, et ensuite parce que l'annonce du retrait américain risque d'entraîner la dispersion de ces terroristes. C'est là le danger, la dispersion, ce qui serait bien pire. Et donc, nous nous préparons, ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur, à toutes les éventualités dans le Nord-Est, parce que c'est notre devoir, y compris à l'éventualité d'une expulsion, parce que c'est notre responsabilité de prévoir tous les risques pour la sécurité des Français. Et en l'occurrence, monsieur le député, vos chiffres ne sont pas exacts, ils sont largement surestimés sur le nombre de terroristes français présents dans la zone. Et en ce qui concerne les enfants, je le dis ici aussi, il y a un traitement spécial qui est étudié au cas par cas, pour les enfants au cas par cas, en relation avec la Croix-Rouge internationale et sous le contrôle des autorités judiciaires françaises. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Bertrand Pancher. Oui, monsieur le Premier ministre, la grande crise que nous connaissons actuellement, révélée par le mouvement des Gilets jaunes, est surtout et aussi la résultante d'une véritable défiance démocratique. Vous avez fait le choix d'engager un grand débat national. Nous avons soutenu cette initiative que j'avais d'ailleurs appelée de mes vœux. Cet exercice attendu par nos concitoyens se traduit pour le moment par beaucoup de participation, une vaste remontée d'attentes et de revendications. Il suscite beaucoup d'espoir. Ce qui n'est pour le moment qu'une grande consultation va-t-elle aboutir à un exercice de démocratie participative, c'est-à-dire identifier les points de consensus et de dissensus entre tous et les transformer en propositions après de véritables débats et confrontations. Bref, créer de l'intelligence collective. C'est essentiel, mais personne pour le moment ne le sait vraiment.
Ces propositions, quand elles seront établies, si elles le sont, vont-elles être travaillées par les parlementaires que nous sommes avec les représentants des corps intermédiaires dont nous avons tant besoin pour trouver des équilibres? La démocratie participative va-t-elle renforcer la démocratie représentative? C'est indispensable. Vous devez, Monsieur le Premier ministre, préparer ardemment l'après-consultation pour aboutir à ce double renforcement, faute de quoi les Français vont une nouvelle fois se réveiller avec la gueule de bois. Le Parlement et les corps intermédiaires seraient encore fragilisés davantage. Nous n'en avons pas besoin. Vous devez aussi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous mobiliser, car nous, les représentants du peuple, porteurs de l'intérêt général, devons nous préparer à ce grand rendez-vous. Nous vous avons d'ailleurs, au titre du groupe Liberté et Territoires, fait des propositions pour le moment restées sans réponse. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer, mais aussi éclairer les Français? Nous n'avons vraiment pas le droit de nous tromper. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher, je vous réponds à la fois en votre qualité de coprésident du groupe dont vous êtes membre, mais aussi en votre qualité de très bon spécialiste reconnu des exercices de débat public. Cette question de la participation des concitoyens, de l'organisation des débats, de la construction d'alternatives, puis ensuite de la décision publique est une question qui vous passionne depuis longtemps, je le sais, et je vous remercie de m'offrir l'occasion de dire un mot devant cette Assemblée de l'endroit où nous nous trouvons dans ce grand débat. Vous l'avez dit, il est lancé. Et depuis qu'il a été lancé, nous avons constaté, je le dis de mémoire, une très grande appétence de nos concitoyens à participer à ce débat. Plus de 450 000 contributions ont été adressées sur la plateforme créée pour l'occasion. Plus de 2125 réunions sont inscrites sur le site et permettent à nos concitoyens de venir participer à ce débat. Certaines de ces réunions ont été filmées et retransmises en direct. J'ai moi-même participé vendredi soir à une de ces réunions à Sartrouville où, un vendredi soir de 20h30 à 23h30, plus de 250 personnes sont venues échanger, s'entendre, s'écouter, formuler des propositions. Elles étaient parfois véhémentes, elles étaient parfois contradictoires, elles étaient parfois très critiques vis-à-vis de telle ou telle institution, elles étaient parfois aussi incroyablement élogieuses sur ce qu'est notre démocratie et sur ce qu'est notre pays, et il faut l'entendre évidemment, mais ce débat, il est né, il est passionnant, et nous voyons bien que partout en France, et même pour les Français de l'étranger, il suscite de l'intérêt, c'est tant mieux. Pour faire en sorte que ce débat puisse vivre, nous l'avons placé d'abord sous l'autorité, sous l'observation, sous la garantie de 5 personnes qui, vous l'avez constaté, et je sais que vous êtes particulièrement attentifs à cela, formulent des recommandations que nous allons évidemment strictement observer pour faire en sorte que le débat soit organisé dans les meilleures conditions. J'ai créé un comité de suivi dans lequel l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat ont pu désigner un représentant de telle façon qu'il se réunira pour la première fois cet après-midi, Monsieur le Président, de telle façon que les parlementaires, quel que soit leur choix politique, quelles que soient leurs appartenances politiques, soient en mesure de poser des questions à ceux qui organisent le grand débat, d'avoir des réponses, de formuler des recommandations, bref, de ne pas être à l'extérieur, mais de pouvoir savoir exactement comment se passent les différentes étapes de ce grand débat. Je serai enchanté de pouvoir rencontrer ces représentants cet après-midi. Et puis se posera la question de la sortie. Je ne dis pas grand-chose à ce stade encore sur l'organisation de réunions citoyennes avec un certain nombre de nos concitoyens qui, dans chaque région, seront tirés au sort pour pouvoir s'exprimer. Non pas d'ailleurs que la légitimité du tirage au sort soit d'une quelconque façon supérieure à une autre légitimité, mais parce qu'un des objectifs de ce grand débat, et nous l'avons tous ressenti, c'est de faire en sorte que ne participent pas seulement au débat public ceux qui ont déjà l'habitude d'y participer, ceux qui ont déjà une voix dans le débat public, ceux qui savent utiliser un débat pour se faire entendre, mais bien pour que tous les concitoyens puissent pouvoir dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque région, à la fin du débat, nous procéderons à un tirage au sort pour faire en sorte que, sur la base de ce qui aura été dit, échangé, formulé pendant le grand débat, des Français, nos concitoyens, puissent eux aussi s'exprimer.
Et il y aura la question de la sortie du grand débat. Et au fond, c'est un peu la question que vous posez. D'abord, la première chose que je veux vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'il ne m'appartient pas à moi seul de dire comment s'effectuera la sortie, ni sur les instruments de sortie, ni sur la méthode, ni évidemment sur le fond. C'est un exercice sur lequel je veux entendre le comité de suivi. C'est un exercice sur lequel les garants doivent s'exprimer pour être certains que nous sommes bien dans les clous de ce qui est acceptable dans un débat de ce type. C'est la première chose. Sur le fond, il ne m'appartient pas, et il ne m'appartient en aucune façon, de tirer les conclusions d'un débat qui commence seulement. Mais je pense que chacun a bien à l'esprit que, compte tenu de la période, compte tenu des circonstances, compte tenu aussi de l'espoir qui est né et de la participation imposante qui se dessine dans ce grand débat, il nous faudra tirer, comme l'a dit le Président de la République, des conséquences profondes de ce qui sera exprimé. À l'évidence, Monsieur le Président, le Parlement sera associé à ces débats. L'objectif, à l'évidence, Monsieur le Président, quand on prend au sérieux la démocratie représentative, c'est votre cas, c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde ici, on sait qu'il y aurait quelque chose d'anormal, d'absurde, et peut-être même, disons-le, de franchement scandaleux, à ce que le seul endroit où on ne débatte pas, ce soit cette Assemblée, ou ce soit le Sénat. Et donc, évidemment, il y aura un débat. Il ne m'appartient pas de dire comment il sera organisé, mais j'ai cru comprendre hier que le président de l'Assemblée nationale, depuis son perchoir, avait indiqué que la conférence des présidents s'était saisie d'un certain nombre de propositions visant à faire en sorte que le débat puisse prospérer, y compris dans cette Assemblée. Il vous appartiendra, mesdames et messieurs les députés, de dire comment vous souhaitez vous associer à ce débat, et aussi, une fois que le débat sera terminé, que nous puissions discuter des décisions de nature législative qui devront être prises en application de ce qui aurait été indiqué. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Pancher, pour la troisième fois, puisque j'ai déjà répondu à Monsieur Philippe Vigier, hier encore à Monsieur Boris Vallaud, je vous indique aujourd'hui, et je ne le répéterai plus, que conformément à ce qui a été décidé en conférence des présidents, lorsque les conclusions du grand débat auront été entérinées d'une certaine manière, que les principaux sujets, les principales questions auront été mises à jour, notre Assemblée se saisira ici même de ces enjeux et chaque groupe pourra s'exprimer sur l'ensemble des thèmes. Donc que tout le monde en prenne note et prépare son travail. La parole est à Madame Laurence Trasto-Risnard. Monsieur le Premier ministre, le dernier rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques montre que la quasi-totalité des retraités perdent en pouvoir d'achat du fait de votre politique fiscale. Ce rapport accablant prouve une nouvelle fois que les retraités sont les grandes victimes de votre politique. Vous avez en effet choisi de désindexer les pensions de retraite de l'inflation. C'est du jamais vu depuis 1945. Après avoir augmenté de 25% la CSG pour plus de 7 millions de retraités, sous la pression populaire des Français, vous avez partiellement fait marche arrière. L'augmentation de la CSG est effectivement une mesure injuste. Il reste plusieurs millions de retraités, toujours impactés. Ce ne sont pas des riches. Le déclenchement du taux maximum de 8,3% de CSG est fixé à 1 880 € pour les célibataires et à 1 440 € moyenne individuelle pour un couple de retraités. Est-on riche lorsque l'on dépasse 1 880 € ou pire 1 440 € de revenus nets fiscal mensuels? Le grand débat national voulu par le président Macron fait l'impasse sur le niveau de vie des retraités, qui sont les grands perdants de votre politique fiscale. Monsieur le Premier ministre, les retraités ne sont pas des nantis. Prenez conscience que la retraite n'est pas un privilège, mais le fruit des cotisations durant toute une vie de travail. Aussi, allez-vous tenir compte des conclusions de l'OFCE pour réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, pour revenir sur la hausse de la CSG, pour cesser ce matraquage fiscal injuste des retraités français? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Trasto-Risnard,
Merci de me laisser l'occasion de parler des retraités, dont on connaît évidemment aujourd'hui leur rôle dans la cohésion sociale de notre pays et l'importance évidemment de reconnaître le travail d'une vie. Vous le savez, lors des mesures d'urgence économique et sociale, nous avons entendu la colère qui émanait des territoires et notamment des retraités. Et nous avons pris des dispositions pour revenir sur une mesure qui avait été considérée comme trop injuste et insuffisamment discutée. Nous avons annulé l'augmentation de CSG subie en 2018 par les retraités dont la pension mensuelle était comprise entre 1 400 et 2 000 euros. Et dans ce seuil, évidemment, le taux de CSG sera pour 2019 de 6,6% et le remboursement du trop perçu à partir de janvier sera sur la pension de retraite du mois de mai prochain. Près de la moitié des 8 millions de foyers ayant supporté une hausse de la CSG en 2018 verront leur situation revenir à la situation antérieure. Et je veux rajouter que nous travaillons pour eux. Nous avons travaillé à une complémentaire santé pour toutes les personnes ayant des petites pensions de retraite à moins de 1 000 euros, une complémentaire santé qui sera maintenant accessible à moins de 1 euro par jour. Nous avons également lancé une grande concertation sur le grand âge et l'autonomie. Nous savons aujourd'hui que les personnes âgées, plus elles vieillissent, plus elles sont inquiètes de devoir faire subir une charge financière sur les familles en raison de l'entrée en établissement ou de besoins de soins. Ce travail est en cours. Un rapport nous sera fourni le 15 mars et il y aura des mesures qui seront prises dans une loi cette année pour répondre à l'anxiété des Français, et notamment des personnes âgées, face à la situation de dégradation de leur autonomie au cours du vieillissement. Enfin, le reste à charge zéro, qui se met en place dès cette année, va permettre d'accéder à des lunettes, à des soins dentaires et à des soins d'audioprothèse sans reste à charge. Ça s'adresse à eux, ce sont les premiers bénéficiaires de cette réforme. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Michèle Crouzet. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question ma collègue Paula Forteza, députée de la 2e circonscription des Français de l'étranger. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le jeudi 10 janvier, le président, Monsieur Nicolás Maduro, a prêté serment pour un 2e mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Son investiture a été contestée par une large partie de la communauté internationale. En effet, les conditions dans lesquelles s'est tenue l'élection présidentielle au Venezuela en mai dernier ne permettent pas de considérer ce scrutin comme démocratique et transparent. Mercredi 23 janvier, le président du Parlement vénézuélien, M. Juan Guaidó, a appelé les citoyens à manifester pour soutenir le retour de la démocratie et l'organisation d'élections libres. Depuis, des dizaines de milliers de Vénézuéliens sont descendus dans les rues à Caracas, mais aussi en province, en soutien aux institutions démocratiques de leur pays. Des affrontements ont éclaté entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre. On compte déjà plus de 40 morts et 850 arrestations, dont au moins 696 interpellations sur la seule journée du 23 janvier. L'ouverture d'une enquête indépendante sur le recours à la force contre les partisans de l'opposition a été réclamée vendredi dernier par Madame Michelle Bachelet, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Je serai donc particulièrement attentive à ce que cette enquête ait bien lieu. L'Union européenne a sollicité l'organisation d'élections libres et crédibles dans les meilleurs délais. Si aucune annonce sur la convocation de nouvelles élections n'avait lieu dans les prochains jours, le président de la République, M. Emmanuel Macron, et plusieurs partenaires européens se sont dit prêts à reconnaître M. Juan Guaidó comme président en charge dans le respect de la constitution vénézuélienne. Il est urgent d'aboutir à une solution pacifique et démocratique. Monsieur le ministre, comment la France, notamment à travers l'Union européenne, peut-elle accompagner un nouveau processus démocratique au Venezuela? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée, Madame Crouzet, quelle est la situation? Vous l'avez décrite rapidement. Une économie exsangue, 3 millions de réfugiés, 3 millions à l'extérieur du Venezuela. Une démocratie étouffée, un président, M. Maduro, élu dans des conditions contestées par la communauté internationale au mois de mai dernier, qui demande à ce qu'il y ait de nouvelles élections législatives, elles, par contre, reconnues en 2015 par la communauté internationale. Donc cette situation entraîne des mouvements de population auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Guaidó,
Et la France ne peut que soutenir le peuple vénézuélien dans ses aspirations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, par la voix du président de la République, à ce que l'annonce d'élections présidentielles régulières, vérifiées par la communauté internationale, puisse être décidée par le président Maduro. Il semble qu'il s'y oppose. Et si, dans ce cas, nous souhaitons que ce soit le président Guaidó qui prenne cette initiative. C'est ce qu'a demandé le président Macron, c'est ce que demande d'ailleurs l'Union européenne. Et nous nous réunirons demain à Bucarest, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères, précisément pour vérifier les suites à donner à la non-réponse du président Maduro. Et nous souhaitons aussi que la solution soit démocratique, pacifique, négociée. Et l'Union européenne est tout à fait disposée à jouer l'interface pour permettre que cette solution ait lieu. En tout cas, il y a urgence d'une solution, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Huguette Bello. Merci, Monsieur le Président. Lancée fin 2013 par la région Réunion et alors que sa construction est loin d'être terminée, la nouvelle route du littoral, longue de 12 km, a déjà dépassé le budget initial qui est passé de 1,6 milliard à 2 milliards. Mais cette facture colossale n'a pas mis ce chantier à l'abri de graves imprévoyances. Ainsi, contrairement à la partie viaduc où les travaux progressent, le tronçon de digue pose problème, faute de matériaux adéquats, au motif pourtant prévisible qu'à ce jour, la Réunion n'exploite aucune carrière de roches massives. Outre l'imbroglio juridico-administratif qui l'entoure, le projet d'exploiter plusieurs carrières, toutes situées à proximité immédiate des habitations, des écoles et des crèches, est très contesté en raison des fortes nuisances et de réels risques sanitaires. Tirs de mines quotidiens, stockage d'explosifs, criblage et concassage des roches, émission de particules fines et la perspective de subir pendant plusieurs années près de 3000 passages de poids lourds par jour justifie les appréhensions et donne une idée des oppositions citoyennes. À cela s'ajoutent les lourdes menaces sur la biodiversité comme vient de le réaffirmer le Conseil national de la protection de la nature qui s'est autosaisi du dossier. Dans son avis du 21 décembre, cette instance indépendante déplore l'accumulation des incertitudes, des insuffisances et des impacts négatifs avérés liés à ce chantier. Elle préconise une nouvelle expertise générale avant la poursuite des travaux du tronçon en digue. Monsieur le ministre de l'écologie, le temps presse. Les Réunionnais comptent sur vous pour déclencher rapidement cette procédure d'expertise prévue à l'article 68 de la loi de 2016, car eux aussi ont inscrit à leur agenda prioritaire la reconquête de leur biodiversité et la protection de leur paysage. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Huguette Bello, la nouvelle route du littoral à La Réunion, lancée en 2013, comme vous l'avez rappelé, revêt une importance déterminante pour l'avenir de l'île. C'est pourquoi ce projet régional fait l'objet d'un soutien financier très important de l'État, à hauteur de 532 millions d'euros, dont près de la moitié a d'ores et déjà été versée. Mais l'État est naturellement également attaché à ce que l'impact environnemental du projet soit aussi maîtrisé que possible. Le 21 décembre dernier, en effet, le Conseil national de la protection de la nature, qui s'était autosaisi, a rendu un nouvel avis sur ce projet. Il relève, je cite, un certain nombre d'impacts négatifs, d'insuffisante prise en compte et d'incertitudes relatifs aux impacts environnementaux du projet, en particulier aux conséquences prévisibles de la réalisation projetée de la digue en remblai. Cet avis met également en avant un certain nombre de réflexions, de propositions et de demandes visant à limiter ces risques et impacts négatifs pour les différents volets du projet. J'ai pris acte de l'avis de cette instance scientifique et technique qui a été rendu public et communiqué à la région, maître d'ouvrage de ce projet, pour qu'elle prenne en compte ces préconisations. La mise en œuvre d'une procédure de tierce expertise est notamment recommandée et j'ai demandé à mes services d'expertiser cette proposition. Donc vous le voyez, l'État est très attaché à l'achèvement de ce projet qui est désormais très largement engagé, dans le respect, bien évidemment, de l'ensemble des enjeux environnementaux locaux. Merci, Madame la Ministre.
La parole est à monsieur Anthony Sellier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et j'y associe mon collègue Jean-Charles Collasroy. Monsieur le ministre d'État, sans forcément en avoir conscience, sans forcément se demander comment cela fonctionne, nous utilisons de l'énergie. Pour se chauffer, pour se déplacer, pour s'éclairer, pour communiquer. L'énergie est au cœur du quotidien des Françaises et des Français. C'est dire à quel point il s'agit d'un enjeu stratégique pour notre pays. Parce qu'elle impacte le quotidien, chaque semaine, elle fait l'actualité. La semaine dernière, avec le lancement de la prime à la conversion des chaudières qui aide les ménages, notamment les plus modestes, à se chauffer mieux et moins cher, avec des aides enfin agrégées pour un reste à charge plus faible. Mais aussi la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce texte de plus de 300 pages, dévoilé en partie en novembre par le Président de la République, précise le rapport que nous aurons avec l'énergie, tant sur le volet de la consommation que sur le volet de la production, et ce, pour les 10 prochaines années. Ce document de programmation est nécessaire aux filières pour pouvoir se projeter. Il est issu de nombreux ateliers construits avec l'ensemble des parties prenantes professionnelles et grand public. Ici même, Monsieur le Ministre, vous aviez d'ailleurs reçu le G400, 400 citoyens tirés au sort pour s'exprimer sur notre futur énergétique. Un bel exercice de démocratie participative. Un petit écueil, si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, la PPE est un décret et non pas, comme nous le souhaiterions avec de nombreux parlementaires, une loi programmatique. Notre avenir énergétique fera aussi l'actualité dans les prochains mois avec une loi énergie qui permettra notamment de modifier certaines dispositions de la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Ainsi, Monsieur le Ministre d'État, au vu de toute cette actualité, je vous demande de revenir sur le calendrier et les grandes orientations de la PPE et de la future loi énergie pour notre avenir énergétique commun. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Monsieur le député Sellier. En effet, nous venons de rendre publique la programmation pluriannuelle de l'énergie, le document officiel, et qui organise une double transition. La transition énergétique, c'est à la fois la baisse des émissions de CO2. Nous nous sommes fixés comme objectif 40% d'ici 2030, au lieu des 30% initialement prévus dans la loi de transition énergétique. Et c'est aussi une diversification massive de nos sources d'approvisionnement en énergie, et notamment dans la production d'électricité pour réduire notre dépendance au nucléaire. Nous allons organiser cette transition et j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, elle est déjà en marche. Les Français la pratiquent déjà, les entreprises l'ont déjà engagée. En l'occurrence, si on regarde les chiffres de 2018, nous avons à la fois une baisse de la consommation des carburants pour la première fois après 3 ans consécutifs de hausse, alors que nous sommes en période de croissance économique, c'est-à-dire que nous réussissons à la fois à avoir du développement économique et à réduire nos émissions de CO2. Mais nous avons aussi dans la production d'électricité plus 15% sur l'électricité produite par l'énergie éolienne, plus 11% sur l'électricité produite par l'énergie solaire et moins 27% sur l'électricité produite par des centrales thermiques au fioul, au charbon ou au gaz. Donc cette transition énergétique, elle est engagée et nous allons la poursuivre en développant les énergies renouvelables, en développant les économies d'énergie. Les énergies renouvelables, vous le savez, c'est notamment le développement de l'éolien maritime, l'éolien offshore, c'est le biogaz. J'insiste avec mon collègue ministre de l'Agriculture sur le fait que c'est une ressource pour nos agriculteurs, une source de revenus supplémentaires. C'est de l'énergie made in France. Au lieu d'importer du pétrole, du gaz ou du charbon, nous allons développer nos propres ressources. Et puis ce sont bien sûr les économies d'énergie avec des démarches solidaires. Nous l'avons fait sur les voitures, nous allons poursuivre. Nous le faisons maintenant avec la chaudière à 1 €. Et en l'occurrence, c'est à la fois bon pour l'économie du pays et bon pour le porte-monnaie des Français. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Christophe Bouillon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ne soyez pas surpris que nous soyons aussi nombreux à nous intéresser à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Voilà bien une question qui mérite toute notre attention et qui mériterait un large consensus. C'est ce consensus que nous avons cherché en mettant sur la table une proposition de loi intitulée « Pour une école vraiment inclusive ». Elle a été inspirée par les témoignages nombreux sur les ratés du jour de la rentrée scolaire pour les élèves en situation de handicap.
Nous ne demandons pas la lune. Nous demandons que plusieurs semaines avant le jour de la rentrée scolaire, les familles aient la garantie d'un accompagnant lorsqu'il a été notifié. Nous demandons que les accompagnants, dont tout le monde salue la qualité et le rôle essentiel, accèdent à un vrai statut et à une formation digne de ce nom. Nous demandons que les enseignants bénéficient de la même formation sur les handicaps. Nous demandons de raccourcir les délais des demandes d'aide pour la scolarisation auprès des MDPH. Nous demandons que dorénavant les écoles du futur soient pensées en lien avec les acteurs médico-sociaux. Il y a 4 mois, lorsque notre collègue Aurélien Pradié a déposé un texte de loi sur le même sujet, vous l'avez rejeté au prétexte d'une grande loi à venir sur l'école. Il se trouve que ce projet de loi, appelé pour une école de la confiance, est examiné en ce moment. Mais il fait l'impasse sur le handicap. La semaine dernière, en commission, votre majorité a vidé la proposition de loi que je défendais. Vous comprendrez ma colère. Sachez que ma colère n'est rien comparée à celle des parents. Des parents qui se souviennent de l'engagement du président de la République de vouloir aucun élève sans situation. C'est justement l'objet de notre proposition de loi. À l'instant, le ministre en charge des relations avec le Parlement nous appelait à être constructifs. Constructifs, nous le sommes. Mais en l'occurrence, vous nous refusez une prime à la construction et vous vous autorisez une prime à la démolition. Sera-vous demain au rendez-vous de l'école pour tous en approuvant cette proposition de loi? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bouillon, je retiens l'ensemble des éléments de votre question et je commence par le début lorsque vous avez parlé d'un consensus. Et en effet, il le faut. C'est ce qui a caractérisé la politique sur la scolarisation des élèves handicapés depuis plus de 20 ans, au travers des différents gouvernements. Et il est très précieux que nous conservions cet état d'esprit et je pense que nous pouvons le faire. En effet, nous arrivons à une période où beaucoup de progrès vont pouvoir être accomplis au service de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Parce que tout ce que vous venez d'énumérer, nous le voulons autant que vous et nous allons le faire. C'est peut-être la différence, excusez-moi ce petit élément de dissensus, c'est peut-être la différence avec ce que vous avez fait, puisque le précédent gouvernement n'a pas fait ce que vous dites qu'il faut faire. Et c'est quand même ce qu'il faut noter. Les progrès que vous réclamez vont être faits par ce gouvernement. Et c'est cela qui est important. Pourquoi et comment? Demain, d'abord, demain, nous discuterons la PPL que vous avez proposée. Donc, vous êtes satisfait de ce point de vue-là. Deuxièmement, dans le cadre du projet de loi que je présente et auquel vous avez fait référence, oui, l'école inclusive sera comprise. Et dès hier, nous avons accepté un amendement du député Patrick Hetzel nous permettant de développer le concept d'école inclusive dans plusieurs points du Code de l'éducation. Enfin, et pour être très concret, vous vous focalisez sur l'accompagnement des élèves, qui n'est pas le seul sujet d'ailleurs. Mais je vous rappelle que nous avons commencé une concertation avec Sophie Cluzel et la CNCPH depuis la fin du mois d'octobre, dont les conclusions arrivent, et vous le savez très bien, le 11 février. Vous allez donc avoir 3 temps qui permettent d'accomplir les choses. Votre proposition de loi, le projet de loi demain, et enfin, troisièmement, le 11 février, la conclusion de la CNCPH qui inclut tous les acteurs du sujet. Ceci nous permettra d'accomplir les objectifs que nous souhaitons ensemble, c'est-à-dire plus de stabilité pour les AESH, un meilleur salaire, la majorité d'entre eux seront à temps plein, ça permettra d'être au-dessus de 1 000 € de salaire, et enfin une meilleure formation pour la première fois. Enfin, à la dernière rentrée, nous avons réussi pour la première fois à avoir plus d'AESH que de contrats aidés. Ce gouvernement le fait, vous ne l'aviez pas fait. La parole est à Madame Aude Bono-Vendorme. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Depuis une dizaine d'années, l'espace redevient un théâtre d'affrontements. Les grandes puissances démontrent leur capacité anti-satellite. Le président des États-Unis appelle à la création d'une force armée de l'espace et de telles réflexions ont cours chez d'autres alliés comme au Canada. Les actes d'espionnage dans l'espace sont de plus en plus fréquents. Après des satellites Eutelsat, après un de nos Syracuse, c'est l'Athéna Fidus franco-italien qui a été approché par le russe Luch Olympe, qui a cherché à intercepter nos communications militaires sécurisées, ainsi que vous l'avez encore rappelé la semaine dernière lors de vos vœux aux armées. La loi de programmation militaire 2019-2025 a fait le choix du renouvellement de l'ensemble de nos capacités exo-atmosphériques en y consacrant un budget de 3,6 milliards d'euros. Toutefois, il faut aller plus loin.
Vous l'avez dit à Toulouse il y a quelques semaines, une défense spatiale, c'est essentiel. Vous avez souhaité mettre en place au sein de votre ministère une équipe dédiée pour réfléchir à une nouvelle doctrine et faire de la France une puissance, j'insiste sur ce mot, une puissance spatiale incontournable. Vous lui avez fixé un mot d'ordre simple, ne rien s'interdire. Madame Darrieussecq nous a rappelé hier un aperçu des moyens qui seront mis en œuvre. Pouvez-vous désormais informer la représentation nationale des premiers contours de la future stratégie spatiale de défense de notre pays? Par ailleurs, l'Europe spatiale a de grandes ambitions, tant sur le plan commercial avec Ariane 6 que sur le plan de l'exploration, notamment lunaire. Or, nous savons tous ici que l'espace est fondamentalement dual. Au-delà de la surveillance de l'espace, pouvez-vous donc également nous préciser les autres pistes envisagées par le gouvernement pour jeter les bases de l'autonomie stratégique européenne dans le domaine spatial? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, qui fournit à nos forces des renseignements et des images précises? Les satellites, qui permettent à nos forces de communiquer et de transmettre des informations sensibles et cryptées. Les satellites, ça n'est pas LCP. Qui nous guide pour donner à nos avions de surveillance une connaissance de la géographie du terrain? Les satellites. Alors oui, notre défense passe par l'espace plus que jamais. Et le gouvernement a prévu dans la loi de programmation militaire 3,6 milliards d'euros pour renouveler l'ensemble de nos capacités dans le domaine de l'espace. Le président de la République me l'a demandé, nous devons nous tenir prêts. J'ai donc posé les premières pierres d'une stratégie spatiale de défense et j'ai transmis des propositions au chef de l'État. Ces propositions, elles visent d'abord à mieux connaître notre environnement spatial et à mieux nous défendre. Vous avez raison de le souligner, notre défense spatiale se construira avec l'Europe. C'est grâce à une coopération avec nos voisins que nous aurons les moyens et les technologies adaptées. Cette coopération existe déjà au travers du programme MUSIS, qui est un programme d'observation spatiale qui regroupe l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la France. En décembre dernier, nous avons franchi un grand pas avec le lancement du premier satellite d'optique CSO. Et nous devons donc être prêts à agir dans l'espace. Nous devons être prêts également à préserver notre autonomie pour y accéder. Nous devons être prêts à répondre à tous ceux qui voudraient nous agresser. Et nous devrons être déterminés à ce que la France et l'Europe restent dans le peloton de tête des puissances spatiales. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jimmy Pain. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, le Conseil des ministres européens de l'Agriculture et de la Pêche s'est tenu en décembre dernier à Bruxelles. C'était un rendez-vous crucial pour la pêche puisque les totaux annuels de capture et quotas, les TAC, et nationaux pour chaque espèce ont été définis pour 2019. Monsieur le ministre, vous y avez défendu avec détermination les intérêts économiques de la flottille française, tout autant que la gestion durable de la ressource halieutique. L'un ne peut se concevoir sans l'autre. L'exploitation irraisonnée de la mer ne met pas uniquement en péril la biodiversité qui fleurit sous les océans, mais également l'avenir d'une profession. Ce déclin, nous l'avons refusé. La France, aux côtés de ses partenaires européens, a fait le choix de la pêche durable. Et quand je devine les conséquences pour la pêche et les pêcheurs d'une absence d'accord sur le Brexit, quand j'entrevois des tensions et des abus futurs, quand mon père disait « un emploi en mer, c'est 5 emplois à terre », je suis heureux et fier, Monsieur le ministre, d'appartenir à cette Europe du dialogue, de l'entente et de la solidarité. Les quotas et plafonds de capture nationaux sont un instrument important pour assurer une bonne gestion de la ressource. Ce n'est pas le seul, d'autres sont mis en œuvre, par exemple l'obligation de débarquement à compter du 1er janvier 2019. Prenez le bar, par exemple. Sa gestion est source de discorde. Les intérêts des pêcheurs plaisanciers, des professionnels, se croisent et souvent s'opposent. À mon sens, cette mésentente dessert la mise en œuvre d'une gestion durable du bar et profitable à tous. N'a-t-il pas fallu limiter fin novembre en toute urgence sa capture à 50 kg par navire et par marée?
Et je ne peux pas empêcher de penser aux pêcheurs de Watt et des digues qui sont restés à terre pendant les fêtes de Noël. Pourriez-vous, monsieur le ministre, rappeler l'action que vous menez au niveau européen en faveur d'une pêche économique viable et durable? Et ne pensez-vous pas nécessaire de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par la pêche au bar, notamment pour envisager des dates de comptage décalées et l'établissement d'une période de repos biologique pendant les frayères? Merci, monsieur le président. Très bien. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, cher Jimmy Pain, merci d'abord pour votre grande connaissance de la mer, pour soutenir les pêcheurs de votre région et pour les questions que vous avez posées, en fait les 5 questions que vous avez posées, en gros. La première à laquelle je voudrais répondre, c'est pour vous dire que la France est déterminée à ce que la pêche ne soit pas la variable d'ajustement des conséquences d'un Brexit dur. Le président de la République s'est engagé, le Premier ministre en personne a présidé une réunion interministérielle hier après-midi pour réaffirmer au niveau européen, à la Commission et à nos amis britanniques que dans le cadre d'un Brexit dur, il est inacceptable pour l'Europe tout entière que les eaux britanniques, les eaux territoriales britanniques, soient fermées à la pêche européenne et à la pêche française. Et là-dessus, nous voulons tenir dans cette direction. Et je pense que c'est peut-être possible d'y arriver dans la mesure où, la semaine dernière, la Commission européenne a demandé au nom de l'Union au Royaume-Uni de laisser les eaux territoriales britanniques à la disposition de nos pêcheurs. La deuxième question concerne les TAC et quotas et le Conseil qui s'est tenu en décembre à Bruxelles. Et c'est vrai que la France s'est bien battue et nous avons obtenu, je pense, l'ensemble des TAC et quotas que nous souhaitions. Il y a un sujet qui est toujours en discussion, c'est l'obligation de débarquement. Vous savez que c'est une décision qui est prise au niveau de l'Union européenne. La France était opposée à cette mesure. Nous faisons avec, nous sommes en train de chercher avec la profession des possibilités pour arriver à ce que personne ne soit trop en difficulté. Sur votre troisième question concernant la ressource durable et la gestion durable, c'est vrai que le comité des pêches a pris une mesure très importante en novembre-décembre de l'année dernière pour réduire justement leur propre pêche dans cette zone, notamment pour le bar, parce qu'il fallait régénérer la ressource. Le travail que nous faisons, c'est vraiment d'arriver à en faire en sorte que la biodiversité soit respectée, que la gestion de l'eau soit respectée et la gestion des espèces soit respectée et puisse grandir. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Guy Bricout. Monsieur le Premier ministre, dès mon élection avec mon suppléant, j'ai mis en place une assemblée citoyenne de circonscription souhaitant préserver mon ancrage sur le terrain. Depuis près d'un an, 60 membres issus de la société civile, choisis parmi 300 candidatures, nommées pour 2 ans, répartis en commissions autonomes sur le fonctionnement, travaillent pour alimenter mon activité parlementaire. Inversement, je requiers leurs avis sur différents sujets ou encore sur les revendications exprimées par les Gilets jaunes qui en font désormais partie. Cette assemblée est une réelle force de proposition. Dans le cadre du grand débat national, je les ai sollicités afin qu'ils puissent répondre aux 35 questions posées. Cette instance peut être un relais permanent très efficace entre le terrain, l'Assemblée et le gouvernement. J'incite mes collègues à faire comme moi et Julien Dive. Dès la première réunion, il préconisait la nécessité de baisser les dépenses de fonctionnement de l'État. Ainsi, les membres ont souhaité tout particulièrement travailler sur le rapport alarmant de l'Inspection générale des finances de 2012 qui inventoriait quelques 1244 agences d'État dont les coûts annuels de fonctionnement pesaient alors 50 milliards d'euros, soit les intérêts de la dette française, et dont l'excédent de trésorerie était alors chiffré à près de 2 milliards d'euros. Pour information, l'Allemagne ne compte quant à elle que 122 agences, soit 10 fois moins qu'en France. Le même rapport devait aussi faire état d'un manque de stratégie d'ensemble et des nombreux doublons qui existaient entre les agences, dont j'en conviens, certaines sont utiles et efficaces, mais pointait aussi les rémunérations des personnels avec des salaires dépassant souvent largement les indemnités des parlementaires, pourtant montrées du doigt. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser quel en est leur nombre aujourd'hui et combien pèsent-elles sur le budget de l'État en 2019 ? Pour ma part, il me semblerait pertinent qu'une mission d'enquête parlementaire soit créée sur cette question. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bricout, merci de votre question. Vous nous interrogez sur le coût de fonctionnement des opérateurs de l'État.
Et pour donner des éléments précis, selon le jaune annexé au projet de loi de finances, on dénombre environ 500, pour être précis 486 structures de ce type qu'il faut distinguer du reste des structures que sont les établissements publics et les associations avec des missions de service public. Ce chiffre cache une très grande diversité d'opérateurs qui interviennent dans de nombreux champs de l'action publique. Sont par exemple inclus l'ADEME, Pôle emploi ou bien encore l'Agence de financement des infrastructures ou l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers. C'est dire si la variété, la diversité de ces opérateurs et des missions qui sont les leurs fait qu'on ne peut pas amalgamer et dire que tout ça, ce sont des charges de fonctionnement. Pour beaucoup, elles exercent des missions au nom de l'État, elles ont des dépenses d'intervention. Et je pense que pour la clarté de tous, c'est mieux de le dire. Depuis 2008, et vous avez raison de signaler la nécessité de rationaliser les choses, et je dis bien depuis 2008, le nombre d'opérateurs a ainsi diminué d'1 quart. Mais l'effort est encore insuffisant et vous avez raison, il faut le poursuivre. C'est pour cette raison que le gouvernement a, depuis sa prise de fonction, fait le choix de poursuivre avec vous la maîtrise des dépenses des opérateurs tout en procédant à la rationalisation et à la clarification des compétences. La baisse des effectifs s'est ainsi intensifiée plus fortement chez ces opérateurs que dans l'État, puisque sur les 2 exercices 2018 et 2019, la réduction des effectifs sera de 3 869 postes, soit un niveau qui n'a jamais été atteint depuis 10 ans. J'ajoute que le gouvernement est tout particulièrement vigilant quant à l'information adressée au Parlement et ceux qui ont assisté au débat peuvent en témoigner. Nous savons pouvoir compter sur votre soutien pour poursuivre ce mouvement, mais je dois vous avouer quand même notre interrogation, mon interrogation, quand je lis la proposition de loi déposée par votre groupe et par Pierre Morel-A-L'Huissier le 16 janvier dernier, dans laquelle vous êtes co-signataire et par laquelle vous proposez la création d'une nouvelle structure, un commissariat aux finances. Et donc je pense que nous avons besoin collectivement, je crois que nous partageons la même exigence, et donc on a besoin de cette cohérence et de cette transparence. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.